La majorité d'entre vous, vous connaissez plus ou moins tous les Big Four, ces grands cabinets de conseil et d'audit qui dominent le monde de la finance. Mais si je vous disais qu'avant d'être les Big Four, pendant très longtemps, ils étaient connus comme le Big Five. Si je vous disais que le 5e cabinet n'est pas n'importe lequel, mais certainement le plus prestigieux. Si je vous disais que ce cabinet-là, qui pesait des milliards d'euros, a disparu du jour au lendemain. Aujourd'hui, je vais vous parler du scandale Enron, le plus gros scandale comptable de l'histoire, qui a mis à terre celui que j'aime bien appeler le fantôme des Big Four, Arthur Andersen. Cette histoire, avant d'être l'histoire d'une grosse entreprise qui fait faillite, c'est surtout l'histoire d'un homme qui est dévoré par l'ambition, un homme qui grandit dans une famille extrêmement pauvre et qui réussit en très peu de temps à se hisser au sommet. Notre personnage, Kenneth Lay, il est né en 1942. Il est né dans une famille vraiment extrêmement pauvre. En fait, il est né au Missouri. Il faut se recontextualiser un peu la chose, mais le Missouri, c'est un peu l'Amérique profonde. Faut s'imaginer un peu des hommes en salopette qui labourent le terrain H24. C'est vraiment un ensemble, c'est un état, c'est un ensemble de villes un peu poussiéreuses. Où le business est principalement du business agricole. C'est vraiment, voilà, l'Amérique aussi qui est un peu raciste. Et c'est dans cet environnement-là que Kenneth grandit. Lui, il grandit dans une famille où il y a 11 enfants. La famille est tellement pauvre qu'il y a une bonne partie d'entre eux, il y en a 4 qui meurent avant même d'atteindre l'âge adulte, qui meurent de maladies infantiles. Et Kenneth, peut-être un peu, je dirais, à l'encontre de sa fratrie et de ses sœurs, dès son plus jeune âge, il avait cette ambition de vouloir s'en sortir et de vouloir être indépendant le plus vite possible. Et lui, quand on dit vite, ça commence très très tôt. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, il commençait à faire des petites tâches à gauche à droite. Il distribuait le courrier, il faisait le ménage, il faisait un peu le jardin des voisins. Et il a réussi à trouver un job plus ou moins à temps plein qui faisait qu'à l'âge de 12 ans, à part bien sûr le loyer, il était vraiment indépendant. Il réussissait à payer ses vêtements, sa nourriture, il réussissait à subvenir à tous ses besoins. Mais il s'est pas arrêté là, puisque scolairement il était aussi très bon. En fait, c'est quelqu'un qui est très doué naturellement. Quand il avait 18 ans, il a été diplômé du coup il a fini son lycée. Il a fini le lycée qui s'appelle Hickman Junior College. Et il devient l'un des seuls membres de sa famille sur plusieurs générations à rejoindre l'université. En France, dans toutes les grandes écoles, dans toutes les universités, on a un peu ce truc d'association, de BDE, de BDS. Aux US, ils ont ça, mais ils ont quelque chose d'encore plus fort, c'est les fraternités, les confréries. En fait, c'est un réseau d'étudiants qui sont souvent très puissants. C'est des gens qui vont rester en relation même dans leur carrière professionnelle. Et vous avez souvent des grands de ce monde qui ont rejoint les plus grosses confréries, les plus grosses fraternités aux US en tant que président. Sa première année à l'université du Missouri, il a pris la présidence de la plus grosse fraternité de l'université qui s'appelle Phi Beta Kappa. Contrairement à beaucoup de personnes qui l'entouraient, il se laisse pas non plus distraire par tout ce boucan qu'il pouvait y avoir à l'université. Il réussit aussi à performer à un niveau stratosphérique à l'université. Là-bas, ils ont un système de notation sur 4. Il a eu 3,8 de GPA, qui équivaut plus ou moins à 18,5, 19 de moyenne en sortant de l'université. Alors, donc lui, une fois qu'il est diplômé de l'université, il se pose forcément la question de qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après. Faut recontextualiser un peu la chose. Dans ces années-là, on est dans les années 60, on est en pleine guerre froide. Donc il y a un peu ce truc, c'est pas obligatoire. À l'époque, c'était pas obligatoire, mais il y avait un peu le service militaire. Et il y avait un peu un relent de patriotisme après le fait que les US ont roulé sur l'Europe après le plan Marshall, qui faisait que c'était hyper bien vu d'effectuer son service militaire. De par son haut GPA, il réussit à rejoindre l'un des corps d'armée les plus prestigieux, l'US Navy, à seulement 25 ans. Keeping the seas safe from Somali pirates, Commander Ferdinand Reed. That's my dad. Saving villages after a tsunami, Lieutenant Laura Campbell, Nurse Corps officer. My mom. Tracking the enemy. They don't know me, son! Location withheld. Petty Officer David Goggins, SEAL operator. Our coach. Our mentor. Our friend.
America's Navy, a global force for good. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va vite. Et je pense que vous l'avez compris avec sa fraternité. Il ne s'arrête jamais. Il commence l'US Navy en janvier 1967. Et il y a un de ses supérieurs qui le prend un peu sous son aile et qui propose son dossier, sa candidature à l'organisation la plus secrète des États-Unis, le Pentagone. Dans le Pentagone, son rôle, c'est de rejoindre la direction financière. Donc au début, en fait, il a un peu un rôle qui est en juste milieu entre contrôle de gestion et aussi analyste financier. Et en fait, finalement, c'est ça qui marque le début de sa carrière politique. Pourquoi politique? C'est parce que, encore une fois, il se fait repérer et on lui demande petit à petit de rejoindre le ministère de l'Intérieur. Au début, son rôle, c'est juste de superviser la politique énergétique de quelques États. Mais très vite, au bout de quelques années, il a en charge la supervision de la politique énergétique de l'ensemble du pays. Aux US, il y a un peu, après la Seconde Guerre mondiale et tout ça, il y a un peu cet élan de libéralisme. Les US, c'est le pays du libéralisme. Donc, quand ils se rendent compte que le prix de l'énergie était dicté par l'État, en fait, pour être simple, ça signifie que l'État, à l'époque, l'État fixait le coût de l'électricité, le coût du gaz au centime près. Donc peu importe les aléas climatiques, peu importe l'environnement économique à la hausse ou à la baisse, peu importe le contexte, le prix de l'énergie était toujours fixé. Donc à l'époque, ça choque Kenneth, et ça tombe bien, parce que le président, c'était Nixon, qui était complètement d'accord avec son avis. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Donc, à partir de là, Kenneth, aux États-Unis, c'est ni plus ni moins que la figure de la dérégulation du prix de l'énergie. Il faut réussir à comprendre à quel point c'est important. Parce que c'est pas qu'une décision politique, c'est un fait qui peut impacter de manière incommensurable le business de l'énergie aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que si le combat de Kenneth réussit, c'est pas des millions, mais c'est plusieurs milliards que ça pourrait rapporter à certaines entreprises. Vous êtes en politique, vous êtes au chaud, vous avez votre réseau, vous avez la capacité à influencer des décisions d'un côté ou de l'autre. Cette influence, ce lobbying, forcément c'est précieux pour des grosses institutions, pour des grosses entreprises qui ont besoin de décisions, de lois en leur faveur. Mais surtout, le plus gros réseau qu'il a développé à l'époque, c'était avec des liens qu'il a pu développer avec Bush senior. En fait, Bush à l'époque, il était vice-président et Kenneth il s'est fait repérer. Ils ont commencé à tisser des liens parce que Kenneth c'est un peu la superstar du Pentagone et lui en fait. Quand il est rentré dans le privé, il a plus ou moins sollicité la famille Bush pour faire des renvois d'ascenseurs. Ils s'aidaient les uns les autres pour progresser. Et il a atteint son apogée en 1984 à 42 ans, où en fait il a pris la présidence d'une entreprise du gaz qui s'appelle Houston Gas. Et à ce moment-là, il sent qu'avec le réseau qu'il a pu développer, il pouvait aller beaucoup plus loin. En fait, ce qu'il sent, c'est que le combat qu'il a mené au début, quand il était en politique, va commencer à porter ses fruits. Rappelez-vous que c'est encore la figure de la dérégulation. Et en fait, il commence à sentir que le vent va commencer à tourner. Donc il veut en profiter. Et ce qu'il décide de faire, c'est, en tant que CEO de Houston Natural Gas, il commence à regrouper plusieurs entreprises de gaz pour créer un géant qui s'appelle Enron. Why? It is a small word, but it is a quick, sharp, and abrupt word. Why? It is the chosen word of the nonconformist, the defiant, and the visionary. It is a confrontational word. Why? It challenges what's thought to be impossible. If you are not afraid to ask why, you can change whatever it is you want. C'est une entreprise qui est du coup née en 1985, après la fusion de plusieurs entités. Et à l'époque, le business était traditionnel, il était très simple. Le gaz naturel, c'est un gaz qui est très dense. En fait, il est très difficilement transportable. Il est extrêmement dense. Il prend beaucoup trop de place. Et en plus,
c'est un gaz qui est dangereux. Donc vous n'allez pas pouvoir vous amuser à le transporter n'importe comment. C'est pour ça que parfois, vous voyez des gros tuyaux, des gros pipelines, on appelle ça, qui traversent plusieurs continents, plusieurs pays. Tout ça, c'est des tuyaux qui transportent à haute vitesse le gaz naturel pour être délivré directement chez des clients qui sont souvent des clients des entreprises. Donc Enron, au début, c'était ça. Production de gaz, transport de gaz et livraison, donc vente de gaz à des gros industriels. Ce business-là, c'est un business du passé. C'est un business qui fonctionnait, certes, mais qui était lent, qui était ennuyeux. Et Kenneth, vous avez compris que c'est quelqu'un qui veut aller vite, qui commençait à être un peu frustré, il commençait à se sentir petit dans ce business. Malgré son pantouflage, il continuait à nouer des relations proches avec des politiques. Bush senior commençait à être un peu sur le déclin et c'était Bush fils, George Bush fils, qui commençait à prendre le pouvoir. À l'époque, Bush, il n'était pas encore président, mais il était en ascension. C'était un peu la superstar montante. Il était en pleine campagne. Il faisait plusieurs campagnes politiques. Et Kenneth, avec Enron, c'était tout simplement le premier contributeur des campagnes de George Bush. En fait, ils ont contribué à plus de $600,000, attention de l'époque, à toutes les campagnes au Texas et la Maison Blanche de George Bush. Donc tous ces efforts ont fini par tout simplement payer à la fin des années 80, puisque le combat de Kenneth s'est enfin matérialisé par l'Energy Policy Act. Le prix de l'énergie, et en particulier du gaz, n'était plus fixé par l'État, mais était fixé par la loi de l'offre et de la demande, était fixé par le marché. Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que, les clients du gaz naturel, donc les industriels, seront obligés à partir de maintenant d'aller négocier leur contrat avec les fournisseurs de gaz. Ça signifie que le prix du gaz était victime des conflits qu'il pouvait y avoir, des conflits géopolitiques qu'il pouvait y avoir. Ça signifie que toute l'économie du gaz allait être complètement bouleversée. Et quelque part, j'ai envie de dire que pour Enron, c'est le Graal, que la fête commence. Dans le business, quand vous êtes une grosse entreprise et que vous devez prendre une décision un peu structurelle, vous faites appel à des cabinets de conseil. Et le cabinet de conseil le plus prestigieux, c'est pas n'importe quel, c'est McKinsey. Et il y avait un gars qui travaillait chez McKinsey qui s'appelle Jeffrey Skilling, qui a débarqué et qui a proposé à Enron de plus simplement être un fournisseur de gaz naturel classique. Maintenant que le prix du gaz allait à la hausse comme à la baisse et que Enron connaissait parfaitement ce business et en particulier Kenneth, pourquoi ne pas acheter le gaz au prix où il pense qu'il est le moins cher et le revendre au prix où il pense qu'il sera le plus cher. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. Mais ils se sont pas simplement arrêtés à l'arbitrage. Il y a surtout un sujet de contrat de fourniture de gaz et surtout c'est un sujet qui allait causer leur perte quelques années plus tard. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle des contrats à long terme où vous êtes un gros industriel, vous avez besoin d'acheter du gaz sur une longue période, mais le gaz va fluctuer, donc vous voulez vous couvrir par rapport au risque de hausse ou de baisse de gaz. Donc vous décidez, plutôt que d'être victime un peu de ces fluctuations, donc vous décidez de faire un contrat avec un fournisseur de gaz pour qu'il vous fournisse du gaz à un prix fixe, même si c'est un peu plus cher que le prix que vous pensez pouvoir obtenir. Mais au moins, ça vous permet, sur le long terme, de savoir à quel prix vous allez l'acheter. Et donc c'est ce que Enron fait, c'est qu'ils proposent à leurs clients un gaz un peu plus cher peut-être, mais au moins qui est stable sur des longues périodes. On ne parle pas simplement de quelques mois, de quelques années, c'était plusieurs dizaines d'années. Les contrats étaient rédigés pour être tenus pendant plusieurs dizaines d'années. Le plus inattendu, on commençait à se rapprocher des années 2000, c'est Enron qui commence à se lancer dans une plateforme, c'est un peu comme le Boursorama d'avant l'heure. Enron Online, c'était une plateforme de trading de gaz que Enron a commencé à développer et c'est un truc qui était hyper novateur. Enron, c'est devenu un hedge fund. What volume for 135? 138, 135. What price are you at? It's like I'm blind. I can't see what's going on. I don't know what the market price is. The way they used to deal with it, if you needed something and you needed it now, it could take you hours, days. When did the price change? Is the real price? What is the real price? Dirmi a quanto è la borsa di Chicago? What is the real price? The price was hidden, and it took an incredible amount of work to dig it out. Enron Online will change the markets for many, many commodities. It is creating an open, transparent marketplace that replaces the dark, blind system that existed. It is real simple. You turn on your computer, and it's right there. And if you want to do business, you push the button. That's our vision. We're trying to change the world.
vraiment les années 90 pour Enron, c'était un peu l'apogée. Le nouveau leader, c'était Jeffrey, parce que Jeffrey, l'ancien consultant de McKinsey, il a commencé à prendre la tête, il est devenu CEO de l'activité trading d'Enron, qui était devenue l'activité principale, et c'est lui qui leadait un peu ses équipes. Quand on voit un peu les courbes de progression du chiffre d'affaires, on se demande mais comment c'est possible? On dirait limite qu'on parle d'une courbe d'une crypto-monnaie, puisqu'ils ont atteint plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires à leur apogée. Donc vraiment, c'était une entreprise qui était comparable aux plus grosses entreprises de l'époque. C'était plus gros qu'Apple, c'était vraiment comparable à IBM, à toutes ces grosses entreprises-là. Et on peut se demander, mais comment c'est possible, quoi? À l'époque, si on posait la question aux gens du marché, Enron, ils avaient la réputation d'être les plus intelligents. On les appelait les gars les plus intelligents de la salle, the smartest guys in the room. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient un peu cette stratégie que Jeffrey Skilling a ramenée, cette stratégie qui provient des grands cabinets de conseil, où ils embauchaient en fait des étudiants uniquement issus des plus grosses universités. Instituted a system known as the PRC, or Performance Review Committee. Ce serait plus ou moins l'équivalent du top 3 des écoles de commerce ou du top 5 des écoles d'ingé, ce que fait plus ou moins les grands cabinets de conseil aussi en France. Ils embauchaient des gens de l'Ivy League, donc les plus grosses universités aux US, comme Yale, Princeton, Harvard, Columbia, qui avaient mis un peu cette mentalité ou ce qu'on appelle un système upper-out, comme on connaît en fait très bien par exemple en audit, où à la fin de chaque saison vous êtes évalué et si vous n'avez pas de bonnes évaluations, vous êtes viré. Si vous avez de bonnes évaluations, vous passez un grade. Donc c'est vraiment comme à l'école. Et Jeffrey a mis ça en place. La seule différence près que il faisait toujours en sorte chaque année, peu importe la performance, même si tout le monde était plus ou moins bon, pour instaurer de la peur et un esprit de compétitivité. Il faisait en sorte chaque année de mettre entre 10 et 15% de l'effectif en dessous des attentes. Il était mal noté pour faire en sorte de les virer et que toutes les personnes qui sont au sein de la boîte aient envie de se surpasser. Ce qui s'est passé, ce qui a commencé à mettre un peu le doute sur Enron, c'était qu'on arrivait un peu en 2000-2001 et à l'époque il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Donc ça faisait que la plupart, il y avait de grosses entreprises américaines qui étaient liées plus ou moins à Internet. Enron Online en faisait partie, mais pas que. Il y avait de grosses entreprises qui commençaient à avoir des difficultés financières. Et forcément, ça a un effet domino, que vous soyez plus ou moins dans une boîte technologique ou pas. Si vous avez une économie qui va mal, vous aussi, vous commencez à être un peu dans la difficulté. Et un peu, c'est ce qui s'est passé pour Enron. En fait, surtout, ce que n'a pas compris le régulateur américain, la SEC, le gendarme boursier, c'est que Enron, du jour au lendemain, a commencé à déclarer des dettes dans son bilan qui ne provenaient de nulle part. Et ça, c'était curieux. C'est pas normal d'avoir des dettes qui apparaissent du jour au lendemain. Et c'est ce qui a poussé la SEC à investiguer beaucoup plus dans les comptes d'Enron. Et déjà, ils commencent par se rendre compte que Enron avait caché les plus grosses dettes qu'ils avaient dans des sociétés offshore pour avoir la meilleure image financière possible. Toutes ces sociétés offshore étaient basées dans des paradis fiscaux comme le Bahamas, les îles Caïmans ou les Bermudas, et c'était des sociétés qui étaient faites dans des montages financiers hyper complexes, et c'était dans ces sociétés que Enron avait exporté quelque part toutes ses dettes. Mais ça, c'était simplement l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand la SEC a commencé à investiguer, ils se sont rendus compte que Jeffrey Skilling, le fameux consultant de McKinsey, son idée de faire du trading, ça venait pas de nulle part. En fait, Jeffrey, l'idée qu'il avait depuis le début, c'était de manipuler un principe comptable qu'on a aux États-Unis, qu'on appelle le principe de juste valeur, qui, contrairement à la France, te permet de valoriser des actifs, donc des choses qu'une entreprise détient, de les valoriser à une valeur que tu estimes. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. En France, si tu achètes un bâtiment en 1980, par exemple, sur l'île de la Cité, en plein milieu du quartier, de l'un des quartiers les plus chers de Paris, tu as un principe de coût historique, tu as un principe de prudence qui veut que si tu achètes ce bâtiment-là en 1980 pour 1 million d'euros, en 2024, même si le prix de l'immobilier a été multiplié, je sais pas, par 20 ou par 30, toi, par principe de prudence, tu es censé garder à ton actif 1 million d'euros et pas plus. Alors que aux US, tu peux comptabiliser en 2024 ce que tu estimes être la juste valeur de l'appartement en 2024. Donc tu peux gonfler, si tu veux, le prix de ton appartement pour qu'il vaille ce que tu penses qu'il vaut aujourd'hui en 2024. C'est un peu plus spécifique que ça, mais vulgarisé, c'est un peu ça le principe de juste valeur qui est très important aux États-Unis. Et Jeffrey, il a manipulé ce principe-là pour comptabiliser à un instant T des contrats
qui allaient être réalisés dans le futur. En l'occurrence, ils avaient passé un contrat par exemple avec une entreprise qui s'appelle Blockbuster, qui est un peu l'ancêtre de Netflix. Eux, ils distribuaient des DVD dans des boutiques. Et Blockbuster voulait commencer à faire du streaming, à se dématérialiser dès les années 2000. Et ils ont commencé à se rapprocher d'Enron parce que Enron avait une expertise forte dans tout ce qui était Internet avec Enron Online. Sauf que la technologie n'était pas assez mature et le contrat au bout de 1 ou 2 ans, a été rompu. Alors, Enron, ce qu'ils ont fait, c'est que le contrat à l'époque, il était valorisé à 100 millions d'euros sur 5 ans. Donc 20 millions d'euros par an. Au lieu d'attendre de comptabiliser les 100 millions d'euros au fur et à mesure que le contrat se réalise, dès la signature du contrat, ils ont comptabilisé 100 millions d'euros. Donc, c'est complètement inacceptable de faire ça. Et quand le contrat s'est rompu, forcément, il a dû se poser la question de qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, ça c'est un exemple immense de 100 millions d'euros quand même, mais en fait, Enron a utilisé ce principe qu'on appelle la mark to market à plein de contrats, à la plupart de leurs contrats à long terme qu'ils ont comptabilisés à cette époque-là. Et le graphique que je vous ai montré avec les 100 milliards d'euros qu'ils ont atteints en 2000, en fait, ce graphique, il ne vaut strictement que dalle, parce que la plupart du chiffre d'affaires et des chiffres que Enron présentait étaient complètement bullshités. Et on peut se demander, mais comment des manipulations aussi importantes on peut passer à travers les mailles du filet? Sur le marché financier, l'acteur qui est censé vérifier la cohérence des états financiers, ce sont justement les commissaires aux comptes, les auditeurs. Sur cette chaîne, on parle avant tout d'audit financier. Et je voulais aussi vous passer un petit mot. Par rapport à l'audit, je sais que certains d'entre vous souhaitent se former, être prêts à la fois pour un peu impressionner les managers lors de l'entretien, mais aussi réussir une fois en poste pour réussir la période d'essai et faire partie des meilleurs de votre promotion. Je sais que pour l'instant, il n'y a pas de source pratique sur Internet et c'est exactement pour ça que j'ai lancé la Junior Audit Academy. L'objectif de la Junior Academy, c'est simple, c'est de vous aider à maîtriser les cycles de junior en 1 semaine pour que vous puissiez justement à la fois réussir vos entretiens, mais aussi rentrer en cabinet par la grande porte. Donc c'est un programme qui est ambitieux et qui se distingue vraiment par le fait que j'ai fait en sorte de mettre des cas concrets, pratiques que vous allez pouvoir, sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner. Moi, j'ai été auditeur financier au sein d'un Big Four pendant presque 4 ans et ça me paraissait important de vous apprendre concrètement l'audit et pas de rester sur des éléments bullshit théoriques qu'on peut retrouver dans des cours ou à l'école, etc. Donc, si vous êtes intéressé par la Junior Academy, n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui est en description et vous comprendrez justement comment éviter de faire ce qu'ont fait les auditeurs justement d'Enron. Puisque les auditeurs d'Enron, c'était ni plus ni moins que l'ancêtre, le fantôme des Big Four, qui s'appelait Arthur Andersen. Et le truc, c'est que Arthur Andersen, c'est un cabinet qui est plus ou moins mort aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment le cabinet le plus prestigieux parmi les Big Five. En fait, Arthur Andersen, ça a été créé par Arthur Edward Andersen, qui est né en 1885. Alors lui, il est né aussi dans une famille pauvre, il est devenu orphelin plus ou moins à 16 ans, il a une histoire familiale aussi très difficile. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à travailler chez PwC pendant plus ou moins 10 ans. Et quand il a été diplômé du DEC, il a créé justement le cabinet Arthur Andersen avec un ancien collègue de PwC. Et tout de suite, en fait, il avait la réputation d'être particulièrement intègre. À l'époque, avant l'affaire Enron, tout ce qui est règles d'indépendance était un peu flou, c'était pas très clair, quoi. Et lui particulièrement, il n'était pas du tout comme la plupart des autres commissaires aux comptes et auditeurs financiers. Il y avait une histoire où en 1914, il y avait un des clients d'Arthur Andersen qui avait demandé au cabinet justement de valider une opération qui était qui était illégale. En fait, il voulait cacher des dépenses dans une autre société. Donc à l'époque, il y avait un client d'Arthur Andersen qui leur demandait un peu de valider des opérations qui n'étaient pas forcément très légales. En fait, ils voulaient cacher une partie des dépenses qu'ils avaient eues pour représenter une meilleure image. Et là où, franchement, 99% de l'époque, les cabinets d'audit auraient accepté, lui, Arthur Andersen, il a strictement refusé. Il s'est fait virer, donc son client l'a viré.
Et quelques mois plus tard, tout simplement, le film a fait faillite, quoi. En fait, c'est avec tout ce genre de petites anecdotes, de petits exemples de décisions que le cabinet Arthur Andersen s'est fait un peu ses lettres de noblesse. Il est devenu parmi les cabinets d'audit le plus prestigieux, le plus respectable, quoi. Donc à sa mort, il est mort à plus ou moins 60 ans. Le cabinet a continué à se développer, c'était bien avant l'affaire Enron. Ils étaient au maximum, Arthur Andersen a atteint 9 milliards de chiffre d'affaires. Ils avaient embauché plus de 85 000 personnes à travers le monde, quoi. Donc c'est vraiment des très très gros chiffres. Et pendant l'affaire Enron, non seulement Arthur Andersen, le cabinet savait plus ou moins ce qui se passait, mais en plus ils ont vraiment détourné le regard, ils ont vu ce qui se passait, ils ont décidé de fermer les yeux, ils ont été payés par Enron. Ce qui se passe, c'est que quand vous êtes là pour auditer l'entreprise, vous êtes là pour vérifier les comptes, donc vous êtes un peu des flics. Voilà, normalement, tu vas pas payer par exemple un policier qui va te contrôler quelque part, je sais pas comment dire, mais tu vas pas, voilà, vous êtes un peu les flics de la finance. Donc normalement, voilà, vous n'êtes pas censé aider une entreprise que vous vérifiez aussi. Donc en fait, vous n'êtes pas censé auditer l'entreprise pour laquelle vous faites aussi du conseil. Et à l'époque, il n'y avait pas du tout cette distinction de auditer de conseil. Et du coup, ce qui se passait, c'est que Arthur Andersen recevait des honoraires hyper gonflés pour des missions de conseil qui ne valaient rien. Et c'est comme ça qu'ils ont été un peu soudoyés par Enron. Il y a eu une histoire très grave où il y a eu un associé d'Arthur Andersen qui s'appelait David Ducan qui a été convoqué, en fait, parce que ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait demandé à ses équipes de détruire à la déchiqueteuse des milliers de documents papier pour essayer de cacher un peu les manipulations qu'il y avait eu à l'époque. Donc vraiment, cette affaire, c'était le plus gros scandale comptable de l'histoire aux États-Unis. Il y a forcément des milliers de salariés qui ont été licenciés. Il y a eu un trader notamment qui avait 30 millions d'euros d'actifs d'Enron. Il avait commencé à sentir que ça allait mal, que les comptes d'Enron étaient peut-être falsifiés. Il a essayé de tirer la sonnette d'alarme, mais il s'est vite fait taper sur les doigts. Mais le pire pour lui, c'est que du coup, vu qu'ils n'ont pas voulu changer les choses, il a décidé de vendre ses actions quelques temps avant que Enron fasse faillite. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un délit d'initié, c'est illégal. Donc il a été poursuivi et quelques temps après son inculpation, il s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans sa Mercedes classe S. Il y a eu aussi Kenneth, le fameux fondateur, qui lui, pour sa part, un an après le début des procès, il est décédé d'une crise cardiaque. Forcément, le procès n'a pas aidé. Le seul qui s'en sort plus ou moins, c'est Jeffrey Skilling. Il ne s'en sort pas totalement parce que il a été emprisonné de 2006 à 2019. De base, il devait prendre 24 ans, mais ils l'ont libéré un peu plus tôt. En fait, c'est un gars un peu farfelu, un peu discret, mais quand il est revenu sur le business, quand il est sorti de prison en 2019, il a commencé à faire des réunions avec des anciens d'Enron, des anciens cadres dirigeants d'Enron. C'était bien reçu par eux forcément. Et apparemment, il a commencé à faire des réunions aussi avec des jeunes startups dans la blockchain. On ne sait pas trop ce qu'il fait, il est très discret, il signe des accords de NDA, des accords qui empêchent en fait les gens avec qui il fait du business de parler, pour ne pas trop que ça se sache, mais en fait il essaye apparemment de revenir par la petite porte dans le business pour créer quelque chose, mais personne ne sait vraiment ce qui se passe, quoi. Un cabinet d'audit, sa force, c'est les gens, mais c'est pas parce que Arthur Andersen fait faillite que les managers, les associés, les grosses têtes d'Arthur Andersen perdent de leur valeur. Ce qui s'est passé, c'est que Arthur Andersen a été démantelé et tous les Big Four d'aujourd'hui se sont engraissés en embauchant tous les anciens d'Arthur Andersen, le fantôme des Big Four.